L'intelligence artificielle ou l'humain? Qui nous soignera demain? Cette question est à la une du magazine Nexus qui revendique son indépendance de tout pouvoir politique et financier. Et le directeur de cette publication, Marc Daoud, est notre invité. Bonjour monsieur. Bonjour Martial. Je l'ai dit à la une du magazine, vous posez la question suivante. L'IA envahit l'univers de la santé. Va-t-on vers une médecine gérée totalement par les algorithmes? C'est un dossier important que vous consacrez à cette question. Exactement, parce qu'on voit la prédominance de l'intelligence artificielle maintenant dans toutes les sphères sociales, économiques qui arrivent ces dernières années, et la santé n'est pas en reste. Et on a bien vu à la faveur de la crise sanitaire ces dernières années qu'on veut nous imposer une standardisation des protocoles et on veut évincer le plus possible l'humain. Bon, ça on l'a tous constaté. Et malheureusement, l'intelligence artificielle potentiellement a cette capacité à pouvoir remplacer l'humain, on va dire, pas dans l'efficacité vraiment pour notre santé, mais en tout cas pour les profits, pour Big Pharma qui peut standardiser des protocoles de soins, des traitements, et aussi répondre à ces fameux déserts médicaux que l'État ne veut pas essayer de combler. Au contraire, ils veulent essayer de nous mettre des télécabines et de nous habituer à cette normalisation de la machine. Alors, il y a quelque chose d'assez surprenant dans le dossier, c'est que vous actez la disparition programmée des praticiens et vous ciblez à ce moment-là non pas l'intelligence artificielle, mais les médecins eux-mêmes et leur responsabilité. Vous mettez le doigt sur la déshumanisation de la médecine et tout particulièrement la disparition en fait de la relation avec le patient. Donc vous ne vous attaquez pas à l'IA, vous vous attaquez aux médecins eux-mêmes en disant vous avez creusé la tombe dans laquelle on va vous mettre. On pense que beaucoup de médecins, pas tous évidemment, parce qu'on a vu qu'il y a énormément de médecins qui se sont opposés à ce qu'on a essayé de leur imposer pendant la crise sanitaire et qui en ont payé le prix fort. Mais la masse en tout cas, qui suivent les directives et qui suivent les fameux protocoles qu'on leur impose, sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Pourquoi ? Parce que malheureusement, à accepter les conditions dans lesquelles ils sont, à accepter de traiter des patients en 5 minutes, à accepter d'appliquer des protocoles sans même les remettre en question, petit à petit, ils sont en train de nuire à la relation médecin-patient, qui est la base du socle du soin. C'est cette relation-là qui permet aux soins d'être exercés. Et malheureusement, beaucoup ont tacitement ou de manière complice, bon gré mal gré, accepté, on l'a vu pendant la crise sanitaire, d'appliquer les protocoles. Restez chez vous, prenez du Doliprane et vous attendez que les symptômes s'aggravent, sans même prendre en considération ce que leurs confrères disaient sur les traitements existants, ne serait-ce que même prendre en charge les patients. Et on a vu que y a une sorte d'obéissance qui, malheureusement, pour la plupart des médecins, va s'accompagner d'un remplacement de leur pratique, puisque la machine sera tout à fait apte à appliquer les protocoles. Mais vous allez même plus loin, parce qu'en affirmant par la voix de l'anthropologue Philippe Bobola, qui témoigne dans Nexus, que l'intelligence artificielle peut sembler plus empathique. C'est le terme qu'il utilise que certains médecins. L'empathie simulée n'est pas et ne sera jamais pourtant une relation humaine authentique, non ? Évidemment, c'est qu'une illusion. La machine est très bonne pour singer l'humain. Et c'est vrai qu'en singeant l'humain, parfois, elle donne l'impression d'être plus humaine que les humains eux-mêmes. On l'a tous fait l'expérience de voir cette capacité que ChatGPT et d'autres intelligences artificielles ont de singer de l'empathie, d'avoir des approches psychologiques et même de rassurer les personnes qui écrivent sur leur clavier. Alors que parfois, on se rend compte que, et là, à la décharge des médecins, je le mettrai quand même à leur décharge, ils n'ont pas le temps. On pousse les médecins à faire du chiffre parce que malheureusement, on réduit le niveau des prestations, on les met dans des conditions déplorables et finalement, au fil du temps, ils s'habituent eux-mêmes à être un petit peu comme des robots. Ils sont plus machines que la machine et c'est ça qui pose problème. Et là où il y a des médecins qui ont refusé d'aller dans cette voie-là, et on le voit avec des médecins comme le docteur Louis Fouché, Denis Agré, docteur Odile Waché qu'on a reçu à Nexus, et bien d'autres que vous avez reçus aussi. Eux ont refusé, eux ont laissé l'humain au centre de leur pratique, et évidemment,
que c'est là le nerf de la guerre. Parce que l'humain dispose, et vous le dites dans le dossier, d'une capacité que vous appelez l'intuition clinique, qui est quand même supérieure à l'intelligence artificielle au moment où nous parlons. Évidemment, parce que ça fait partie de ces talents, de ces dons que les humains ont, qu'on doit cultiver aussi, que certains médecins ont plus que d'autres, de cette intuition qui leur permet d'évaluer une situation à travers leur expérience, leur ressenti, leur sensibilité, le ressenti et la psychologie de leurs patients. Et toutes ces données-là, évidemment, ne s'apprennent pas à la faculté de médecine, ne s'apprennent pas dans des encyclopédies, et l'intelligence artificielle ne pourra jamais le singer. Ça fait partie de l'expérience humaine d'un médecin qu'il acquiert au cours de son parcours. Alors dans ce duel annoncé entre l'intelligence artificielle et les médecins, on peut se poser légitimement la question quand les algorithmes passeront du statut d'outil d'aide à celui de décideur principal. Et là, votre journaliste prend le cas très intéressant des respirateurs artificiels en soins intensifs. Ça mérite peut-être une explication. C'est vrai qu'on voit que sur plusieurs outils, dont les respirateurs et d'autres, l'intelligence artificielle a cette capacité de pouvoir plus qu'orienter, voire peut-être prendre des décisions, aider le médecin avec sa capacité d'agréger un nombre de données incommensurables que l'humain ne peut pas en quelques secondes. Donc c'est vrai que sur ces outils, de manière très précise, l'intelligence artificielle, si elle est bien accompagnée derrière avec un humain, peut être un outil extrêmement utile, si tant est qu'on ne laisse pas l'intelligence artificielle remplacer l'humain. Oui. On va garder l'exemple de ces respirateurs adaptatifs. Ils optimisent, vous venez de le dire, tous les paramètres complexes et ils le font, elle le fait en temps réel. En temps réel, oui. Mais il ne reste pas moins que confier des décisions qui sont des décisions vitales à un algorithme pose quand même des problèmes éthiques, mais aussi juridiques majeurs. En l'état, la responsabilité pénale, elle incombe toujours au médecin. Qui est responsable dans le cas d'une erreur ? Est-ce que c'est le fabricant du logiciel qui peut-être a un bug ou a mal configuré son matériel ? Est-ce que c'est l'équipe de soins qui peut-être a mal paramétré ? Est-ce que c'est le médecin qui peut-être s'est trop reposé sur l'outil ? Et c'est là où vont se poser des problèmes juridiques forts. C'est qu'en cas de problème, qui est responsable ? Et c'est là où on va voir. On l'a vu d'ailleurs avec les voitures autonomes aux États-Unis, dans le cas où dans certains États, les voitures autonomes ont le droit de rouler sans conducteur. Qui est responsable en cas d'accident ? Et c'est des questions qui sont difficiles à trancher. Et c'est là où, malheureusement, si on laisse faire, on va se retrouver dans des situations où demain, on ne pourra même plus se tourner vers la structure administrative, vers le personnel de soins. Tout le monde va se défausser vers la machine. Et c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que globalement, vous pensez qu'à un moment donné, des gens porteront plainte contre ChatGPT ? Contre OpenAI ou contre évidemment les fabricants de ces grands groupes qui pourront être évidemment tenus responsables parce que c'est eux qui fourniront le support pour ces outils-là. Et parce que ça entraîne tout cela une question essentielle, c'est en fait combien de temps, ça, c'est la question, c'est combien de temps le verrou réglementaire et le cadre éthique tiendront-ils ? Parce que vous évoquiez la question de la crise sanitaire, Marc Daoud, vous avez beaucoup travaillé à ce moment-là avec Nexus. On garde bien évidemment en mémoire cette déflagration lors de la crise sanitaire du Covid. La crise sanitaire, elle a fragilisé tous les garde-fous éthiques et juridiques. C'est vrai. Et on a vu à quel point il était très facile pour l'État d'imposer des nouveaux standards et ensuite de se défausser. Non, c'était l'urgence, c'est l'urgence sanitaire, donc on n'est pas responsable. D'ailleurs, les grands groupes pharmaceutiques ont réussi quand même au préalable à signer leur déresponsabilisation. Non, on fabrique un produit, mais c'est l'urgence qui nous l'a imposé, et donc nous, on ne peut pas être tenu responsable. On le voit aujourd'hui avec les victimes de ces produits-là, qui tentent tant bien que mal d'obtenir, leur reconnaissance, voire parfois des indemnisations, et c'est très compliqué, aux États-Unis aussi. Donc effectivement, la question est plus que légitime, et cette question d'éthique et de responsabilisation juridique n'est pas encore tranchée. Et on voit que ces grands groupes arrivent à se déresponsabiliser. On peut penser qu'OpenAI pourrait, elle aussi, se mettre dans les conditions de déresponsabilisation. Sous-entendu, tout ce que je dis n'est pas de ma responsabilité, mais de celle qui l'utilise. Comme le vendeur d'un outil, on peut utiliser cet outil pour tuer ou pour bricoler. Qui est responsable, et on l'a vu il y a quelques... Il n'y a plus de responsable à ce moment-là. Si ce n'est pas le praticien, si ce n'est plus l'intelligence artificielle, si ce n'est pas l'humain, si ce n'est pas la machine, il n'y a plus de responsable. Il n'y a plus de responsable, et on rentre dans une société de post-responsabilité où du coup, on n'a plus d'interlocuteurs, on n'a plus de personnes avec laquelle interagir ou même ne serait-ce que pouvoir
choisir une responsabilité en cas de problème. On l'a vu il y a quelques semaines ou quelques mois avec, je crois que c'est un Américain, qui s'est suicidé après avoir discuté, je crois que c'est ChatGPT, et au bout d'un moment dans la discussion, la machine, l'IA, a eu des propos incitatifs dans le passage à l'acte. Qui est responsable dans ce cas-là? Est-ce que c'est l'humain désespéré qui utilise une machine et qui oriente la réponse de la machine, qui, elle, veut faire plaisir parce que dans son algorithme, elle est programmée pour ça? Ou alors est-ce que c'est le fabricant qui, lui, est censé mettre des garde-fous pour empêcher ces dérives-là? Votre dossier plaide, et c'est un peu une surprise au final, pour un statut hybride, c'est-à-dire une alliance entre l'intelligence et l'intuition humaine, entre l'IA et l'humain, entre d'une part le progrès et d'autre part l'intelligence artificielle. On se dit qu'une troisième voie est possible, parce qu'évidemment, un retour en arrière est difficile dans notre monde. Et on pourrait avoir envie de revenir à l'avant-intelligence artificielle avec un monde où l'humain prédomine. Évidemment que c'est la meilleure solution. Néanmoins, dans la configuration actuelle, on voit qu'on doit être réaliste et la voie du tout numérique est un piège et la voie utopique, malheureusement, du sans numérique n'est pas possible. Peut-être qu'une troisième voie est possible. Elle est très difficile à protéger parce que, malheureusement, je pense que l'un des pièges de l'industrie pharmaceutique et du big data, ce sera de nous faire croire à cet IA washing. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner une IA éthique, on va vous donner un outil qui va mettre plus d'humain dans l'humain, alors que finalement, ils seront là pour remplacer l'humain. Mais si nous, en tant que citoyens, en tant que médias alternatifs, qui pouvons donner la parole à des médecins, des vrais médecins qui font leur travail, des médecins qui sortent du dogme. Si on permet aux citoyens de s'approprier librement, et il faudrait que ce soit open source, et c'est là où tout l'enjeu réside, si on pouvait librement utiliser ces outils-là, les intégrer dans un parcours de soins, on va dire, complet, et que ce soit uniquement un outil d'aide à l'analyse et à la prise de décision, mais que l'humain reste et ait les moyens de rester au centre du parcours de soins et au centre de la décision, je pense qu'on pourra gagner. Louis Fouché, dans l'entretien que vous publiez dans votre magazine, évoque un projet qui s'appelle MEMA, qui est rendre l'Europe à nouveau en bonne santé en français. Il plaide pour, parallèlement à un modèle hybride de soins, donc il vous suit sur cette notion-là. Il parle du rétablissement de la souveraineté alimentaire, la relocalisation de la production des médicaments, comme l'Augmentin par exemple, qu'on connaît bien, bien sûr. Pour les enfants aussi d'ailleurs. Est-ce que ce sont des éléments qui sont importants? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener de front à ce système hybride si on ne va pas plus loin, relocalisation, rétablissement de la souveraineté alimentaire, etc. Il a parfaitement raison. Et ce qui est certain, c'est qu'on aura beau mettre de l'IA un peu, beaucoup et énormément, ça ne réglera pas les problèmes de base. C'est que la santé, c'est d'abord de l'alimentation. C'est pas l'intelligence artificielle qui va nous permettre de mieux manger. C'est d'abord nos choix politiques, nos choix de consommateurs. Manger sainement, bon, aujourd'hui ça coûte cher, manger bio, manger local, manger le moins de produits transformés, c'est déjà, la santé commence là. On n'aura même pas besoin de parler d'intelligence artificielle si tout le monde était en bonne santé. Donc déjà le premier enjeu il est là, et la relocalisation évidemment, puisque on dépend aujourd'hui de groupes qui sont en dehors de la France pour fabriquer des médicaments de base. On l'a vu pendant la crise Covid, rien que pour la chloroquine, alors qui a été décriée, que nos grands et chers médias mainstream et politiques ont essayé de marginaliser et de mettre sous le tapis pendant ce temps-là. Le Maroc, elle, récupérait les stocks de chloroquine de Sanofi, malgré que ce soit une entreprise française, et le ministère des Armées françaises faisait un stock de chloroquine. Mais sur le territoire national pour les citoyens, il n'y avait presque plus rien, à part les médecins bien informés qui arrivaient à s'en procurer pour soigner, quand ils le pouvaient, leurs patients en catimini. Mais là, on voit un objet intéressant de relocalisation. Pareil pour les masques, alors. Si tant est que ce soit efficace, on avait largement discuté de l'inefficacité de cette mesure, mais si tant est qu'elle le soit,
on a bien vu qu'en fait, en France, on était incapable d'avoir des stocks de masques au moment où non périmés. Non périmés, au moment où on prétendait qu'ils étaient utiles. Donc en fait, et puis on peut répéter le raisonnement pour tout ce qui est paracétamol, etc. Donc ce sont des éléments stratégiques de notre santé qu'on ne peut pas délocaliser. Donc en fait, finalement, l'intelligence artificielle, elle vient en dernier maillon de cette chaîne de la santé. C'est-à-dire mieux manger, avoir une agriculture saine, avoir des industries sur le territoire français pour produire les médicaments chez nous. Voilà, ça c'est un dossier dans Nexus, mais je voudrais aussi, puisque vous êtes là, qualité de directeur de la publication, qu'on parle de votre publication, parce qu'on ne parle pas que de ça dans ce numéro-là de mars-avril, qui est en vente dès maintenant dans les kiosques et chez les marchands de journaux. Je rappelais que Nexus vivait sans publicité et sans allégeance d'aucune sorte. Un modèle finalement authentiquement alternatif. Ça me fait d'ailleurs penser à un autre modèle alternatif de télévision. Et cette attitude, ces principes dans un manifeste qui rappelle, je cite, « Les journalistes de Nexus posent les questions qui dérangent en toute indépendance ». Est-ce que c'était nécessaire de rappeler ça dans un manifeste que vous publiez toujours en page 2 ? Pour nous, c'est une évidence de se dire qu'en kiosque, on est censé rappeler un petit peu notre ADN. Bon, les gens qui nous connaissent, les gens qui nous suivent n'ont plus besoin de savoir quels sont nos leitmotivs. Néanmoins, en kiosque, on fait un peu figure d'exception. Et on avait besoin quand même de montrer patte blanche, de dire « Attention, voilà ce qu'est censé être le journalisme. » Alors, vous l'appliquez à TV Liberté, d'autres l'appliquent. Mais force est de constater que c'est une véritable exception dans le paysage journalistique français. Bon, on est ce qu'on appelle les médias alternatifs. TVL, bon, on voit que vous êtes quand même très bien implanté. Malgré tout, comparé à des gros groupes, on pèse très peu. Et ils ont dévoyé la notion de journalisme, ils ont dévoyé la charte de Munich, et on est censé nous le rappeler comme un porte-étendard. Et c'est ce que vous dites à votre rédaction, c'est-à-dire que les journalistes suivent ce manifeste-là. Je ne vais pas dire qu'ils le signent, mais c'est un peu une charte de déontologie quand même. Ça fait partie de l'identité des gens qui travaillent pour Nexus. Et étant donné que Nexus est là depuis plus de 25 ans, c'est quelque chose qui a été assez bien perpétué. C'est ce que j'allais dire, depuis 25 ans, sans arrêt de parution. Sans arrêt de parution, sauf pendant la crise Prestalis et la crise Covid, qui se sont enchaînées pour nous et qui nous ont empêchés de publier 2 numéros en kiosque. Sinon, depuis 1999, Nexus, sans discontinuer, tous les 2 mois, fait ce travail-là. On est passé par des obstacles, vous en avez connu aussi certains. On voit que le pouvoir a essayé parfois de nous tordre le bras. Jusqu'ici, on arrive à faire notre travail. On espère pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Vous mettez aussi 0% pub. Je sais, moi, pourquoi il n'y a pas de pub. Est-ce qu'on peut rappeler en quoi c'est important ? C'est important et courageux. Courageux parce que, bien évidemment, la pub, c'est aussi un moyen de faire vivre un magazine. Mais 0% de pub, c'est le gage de l'indépendance. C'est-à-dire que les annonceurs pèsent sur la presse, vous pensez, à ce point ? Et je pense ayant eu quelques discussions avec certains autres médias ou discutant un petit peu avec des annonceurs, que la publicité, évidemment, est très rentable pour des médias, quels qu'ils soient, surtout si elle est bien ciblée. Et on peut savoir ô combien Nexus pourrait avoir des publicités très bien ciblées sur le domaine de la santé, entre autres, alternatives, qui pourraient évidemment proposer des contenus, des publicitaires de qualité aussi. Il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Le seul problème, c'est que je pense que les revenus publicitaires dépasseraient les revenus journalistiques. Et là se pose une question éthique. Est-ce qu'on produit un support, est-ce qu'on produit un média qui est un support publicitaire, puisque finalement, les revenus principaux viennent de la publicité, ou est-ce qu'on continue de faire notre mission ? Moi, ayant l'angoisse de, à terme, transformer le média en support publicitaire, je me dis qu'il vaut mieux éviter d'ouvrir la boîte de Pandore, éviter de créer des relations incestueuses qui pourraient le devenir, parce qu'on peut faire de la pub éthique, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut être garant des produits que l'on met sur nos pages, nous en tant que journalistes? J'en suis pas sûr sur le long terme, donc je préfère éviter ce risque. Et puis je me dis, si un jour Nexus doit arrêter parce que les lecteurs ne suivent pas et parce qu'on n'a pas de publicité, ça voudra dire que l'information n'aura pas de valeur. Et finalement, pour moi, c'est la boussole de notre travail. Ça veut dire que si on continue, c'est parce que les gens nous achètent pour l'information. Et si demain, ils arrêtent de nous acheter, ça voudra dire qu'on aura fauté quelque part.
Concrètement, Festival de l'autonomie et de l'indépendance, 27 et 28 juin prochain, dans le Jura d'ailleurs. Belle région. Très belle région, dans un lieu exceptionnel, qui est au Château Grévy. Un lieu déjà qui a accueilli plusieurs congrès de la santé intégrative. D'ailleurs, donc ces sujets avaient été déjà développés là-bas. Lieu alternatif dans lequel on va pouvoir faire notre premier festival de l'indépendance avec plusieurs médias alternatifs, plusieurs lanceurs d'alerte, tous les journalistes qu'on a reçus à notre micro. Sur ces 2 jours, donc ce sera le 27-28 juin prochain, pouvoir se rassembler et aussi dépasser une chose importante, c'est les écrans. C'est sortir de ces cages numériques dans lesquelles on est contraint d'y aller, nous en tant que médias aussi, c'est vrai, on est obligé de proposer des contenus, mais on pense qu'il faut aussi proposer des alternatives parce que le lien humain, et d'ailleurs on le voit avec ces oligarchies qui veulent tout faire pour nous les diminuer, le lien humain est vraiment le socle de tout ce qui peut nous permettre de nous épanouir en tant que citoyens, le socle démocratique, le socle social et le socle d'une vie tout à fait épanouie. Marc Daoud, si j'étais un de vos contempteurs, je dirais, vous vous rassemblez, alors vous faites communauté avec vos lecteurs, après tout, d'autres journaux, et pas des moindres, le font régulièrement, du Figaro à Libération, en passant par beaucoup d'autres, Le Monde, etc. Donc c'est pas une innovation. Mais quand on fait sur les questions alternatives, qu'on parle de santé alternative, est-ce qu'on n'est pas finalement dans un phénomène un peu sectaire? Je me fais votre contempteur. Mais vous avez raison, c'est le procès qu'on nous a déjà fait et qu'on va nous faire. Je pense que la dérive sectaire à laquelle on constate, c'est celle dans laquelle on vit dans cette société, qui veut nous obliger à ne pas aller voir dans les angles morts de ce qu'on nous impose depuis petit et de ne pas aller voir des nouvelles perspectives. Et on fait l'exact contraire. Pour la santé, ça peut être dangereux. C'est vrai qu'on propose des solutions donc, qui sont dangereuses financièrement pour les grands groupes, ça on le conçoit, mais en tout cas le procès en sectarisme qu'on veut nous faire, nous, tous les médias alternatifs, et vous avez raison, parce que tous les lanceurs d'alerte en ont fait les frais, Louis Fouché n'a pas fait exception, entre autres, et d'autres médecins. C'est malheureusement l'argument de ceux qui n'en ont plus, puisqu'ils vont essayer de faire croire aux gens qu'ils n'ont pas la capacité de réfléchir et qu'ils suivent des personnalités pour leur dogmatisme et pour leur capacité oratoire. Comme si le monde dans lequel on était ne produisait pas ces effets-là. Alors que ceux qui viennent dans des événements, que ce soit d'ailleurs pour TV Liberté, pour d'autres médias, se réunir parfois loin de chez eux, c'est qu'ils veulent quoi? Ils veulent créer du lien là où ça a du sens. Et le sens, ils auront beau dire que c'est du sectarisme, c'est juste, normalement, le socle d'une société saine. On a perdu ce sens-là. Et je pense qu'en tant que média, on doit être en capacité de le proposer parce que l'information, c'est une chose, dénoncer, c'est important, mais proposer des solutions et proposer du lien, c'est la prochaine étape parce que c'est celle qui nous permettra de faire une réelle contre-société. Sortons de la société qu'on veut éviter de voir tout détruire parce qu'on la dénonce, parce qu'on est dedans et parce qu'on voit qu'on ne pèse pas encore très lourd. Faisons un pas de côté, sortons et permettons aux gens de voir qu'une autre société est possible. Et tout ça sera ça dans le Jura, donc fin juin. Donc au Château Grévy, vous pouvez aller sur notre site internet, sur nexus.fr pour voir la billetterie. Et je reconnais que le sectarisme vous est parfaitement étranger pour bien vous connaître. Merci beaucoup Marc. Merci Martial, merci à vous.